Ok, tu sais ce qui est terrifiant avec certains personnages? Ce n'est pas qu'ils soient cruels, ce n'est même pas qu'ils soient puissants. Non, le vrai vertige, c'est quand un personnage te fait sentir que l'histoire elle-même commence à manquer d'air. Comme si le récit te disait en silence, ok, cette histoire, si elle continue comme ça, on ne pourra plus la raconter comme avant. Et dans Hunter x Hunter, cette sensation, on l'a déjà eue. On l'a eu avec Hisoka, parce qu'il transforme l'affrontement en pulsion. On l'a eu avec Kororo Luciferus, parce qu'il transforme le crime en esthétique. On l'a même eu avec Meruem, qui transforme la domination en quelque chose d'existentiel. Mais Tseridenish, lui, il la transforme en autre chose. Ce personnage à lui tout seul transforme le concept même d'antagoniste. Le prince Tseridenish n'est pas construit comme un boss à abattre, il n'est pas construit comme un rival à dépasser, et il n'est même pas construit comme un ennemi à comprendre. Togashi l'a construit comme une barrière, comme un fil rouge, voire même comme un seuil narratif. À un point où, si tu le franchis, ce n'est plus seulement ton héros qui risque de perdre, mais le monde de l'histoire qui risque de devenir irrécupérable. Et aujourd'hui, je veux qu'on parle exactement de ça. Je veux qu'on parle de comment Tseridenish est moins un antagoniste, mais plutôt une limite pour Kurapika, une limite pour le nen, voire même une limite pour la logique du shonen telle qu'on peut la connaître. Et pourquoi pas, une limite pour Togashi lui-même. Parce qu'après l'élection du président de l'association des Hunters et l'expédition vers le continent noir, Hunter x Hunter change de peau. Le shonen d'aventure devient un thriller politique, le récit d'initiation devient une guerre de succession et la quête devient un huis clos. Le pouvoir, au lieu d'être une promesse de progression, devient un problème de sécurité publique. Et dans ce méli-mélo à la Game of Thrones, le décor principal est un navire gigantesque. Il s'appelle le Blackwall 1, un monstre de métal et de hiérarchie sociale. Tout ceci organisé en étages comme une société entière compressée dans un cercueil flottant. Et sur ce navire, le roi de l'Empire de Kakin déclenche un rituel, un concours de succession, une bataille royale entre 14 princes dont n'en sortira qu'un seul héritier car tous les autres doivent mourir. Oui, on est bien dans Hunter x Hunter, et oui, Togashi l'a écrit avec le sourire d'un auteur qui sait exactement à quel point ce qu'il fait est malsain. Et c'est dans cette arène empoisonnée qu'apparaît Tseridenish Yugoro, le quatrième prince de l'Empire de Kakin. Et je veux que tu gardes un détail en tête, il y a 14 princes. Donc en théorie, tu devrais avoir 14 dangers, 14 intrigues, voire 14 menaces équilibrées. Mais dans les faits, il suffit que Tseridenish entre dans une pièce pour que tout le monde comprenne que la température vient de changer. Au premier abord, Tseridenish n'a pas l'air dangereux, ou du moins pas comme un soldat, ni même comme un mafieux. Il n'a même pas l'air dangereux comme un monstre. Mais il a un air dangereux comme un gars qui a déjà dépassé moralement l'idée que les autres soient des humains. Et en plus, il est cultivé. Et ça, c'est l'une des choses les plus réalistes et les plus glaçantes que Togashi n'ait osé écrire dans son œuvre Hunter x Hunter. Il se rapproche de la structure psychologique d'un psychopathe. Et je t'invite à aller voir ma vidéo sur les psychopathes que tu retrouveras sur la fiche qui s'affiche en haut à droite de ton écran ou dans la description de cette vidéo. Dans un récit classique, un antagoniste sert à faire progresser le héros. Il est un obstacle, un test et parfois un miroir. Mais Tseridenish, lui, n'est pas écrit pour faire progresser Kurapika. Il est écrit pour poser une question beaucoup plus violente. Et si le monde d'Hunter x Hunter était en train de produire quelque chose qu'il ne peut gérer? Tu vois, Togashi a toujours été obsédé par la question du pouvoir. Mais pas le pouvoir cool, pas le pouvoir shonen, pas le pouvoir où tu cries et le plus fort gagne. Non, Togashi, lui, il écrit le pouvoir comme un système. Il écrit le nen comme une économie, une science, voire même une religion, comme une arme de dissuasion. Et dans Hunter x Hunter, le pouvoir est intéressant parce qu'il coûte quelque chose et parce qu'il a des règles. Et dans tout ça, le plaisir du lecteur, donc ton plaisir, c'est de comprendre ces règles et de te dire ok, je peux suivre, je peux anticiper et donc je peux jouer à ce jeu. Sauf que Tseridenish, c'est un personnage qui menace ce contrat de lecture. Pourquoi? Parce qu'il cumule deux choses qui ne devraient pas aller ensemble. Une cruauté extrême et un talent monstrueux pour le nen, et ceci de manière innée.
Et surtout, il cumule avec ça une forme de calme intellectuel qui te fait comprendre que s'il devient fort, il ne deviendra pas juste un roi guerrier comme Meruem, il deviendra quelque chose de beaucoup plus fondamental. Nous le qualifions alors de monstre. Et c'est là où on voit le génie de Togashi, parce qu'il applique assez bien le Shodantel, donc le montrer et non pas juste énumérer. Il te fait comprendre ça non pas par de grands combats spectaculaires, mais il te montre l'apprentissage. Il te montre Seridenish en train de toucher le concept du naine, comme si c'était naturel pour lui. Il ne te montre pas de grands discours qui t'expliquent que Seridenish est cruel ou méchant ou monstrueux, justement, et il te le démontre. Et là, l'angoisse narrative naît parce qu'un personnage qui apprend vite dans un arc de guerre politique, ce n'est pas une promesse de hype, mais plutôt une promesse de catastrophe. Seridenish est un prince, et dans l'arc de succession, chaque prince reçoit un esprit gardien, une bête de naine, une sorte de créature de naine liée à un rituel. Ces bêtes sont autonomes, elles protègent, elles imposent des règles, elles incarnent souvent les dynamiques de pouvoir du prince. Mais celle du quatrième prince de Kakin, c'est une abomination symbolique. On la décrit comme une créature chevaline avec une tête de femme et elle a une capacité qui tourne autour du mensonge et de la loyauté, au point de marquer et d'aggraver les conséquences pour ce qu'elle suspecte d'attenter à la vie du prince ou au mieux de vouloir lui mentir. Ok, faisons une pause et voyons ce que ça veut dire. Ça veut dire que Togashi a donné à Seridenish une aura de suspicion permanente, même quand il ne bouge pas, même quand il ne parle pas, même quand il ne fait rien, il y a un système autour de lui qui scanne les autres. Le simple fait d'exister devant lui devient un danger, presque un risque, et ensuite il a son haine. Seridenish est un spécialiste et sa capacité la plus connue s'appelle parallèle futur. Le principe, dans les grandes lignes, c'est qu'en fermant les yeux et en étant sous forme de Zetsu, il voit une vision des 10 prochaines secondes, donc il peut voir 10 secondes dans le futur. Et c'est là, encore une fois, que je veux que tu comprennes le génie de Togashi. Ici, il ne lui donne pas une capacité de prévoir le futur, ou en tout cas pas gigantesque, il ne lui donne que 10 secondes. 10 secondes, c'est presque rien dans la vie. Mais dans un combat, 10 secondes, c'est une éternité. Dans un meurtre, 10 secondes, c'est la totalité de l'acte. Dans une trahison, 10 secondes, c'est le moment où tu vois le couteau sortir. Et surtout, ce pouvoir n'est pas un gadget cool, c'est une arme narrative. Non, mais qu'on soit clair une seconde, un pouvoir qui voit le futur, ce n'est pas seulement terrifiant pour ce qu'il permet au personnage, c'est aussi terrifiant pour le lecteur. Le lecteur aime croire qu'il voit l'avenir des choses, le lecteur aime la sensation de contrôle. Mais un personnage qui voit le futur, c'est un personnage qui fait concurrence à la conscience même du lecteur. Et donc, Togashi n'écrit pas un antagoniste qui peut éviter les coups, il écrit un antagoniste qui peut éviter le récit. Et ça, c'est totalement différent. Et c'est ce qui fait du quatrième prince de Kakin une limite narrative. Parce qu'un récit, c'est une promesse. Les actions produisent des conséquences, les stratégies produisent des résultats, et donc les erreurs coûtent quelque chose. Or, Seridenish arrive avec une mécanique qui menace ce principe même. Il peut voir 10 secondes de conséquences avant d'agir, et l'histoire te dit que si ce gars progresse, ce n'est plus un duel, ce n'est plus un jeu d'échecs, c'est un monde où les autres jouent aux échecs et lui regarde la partie en replay. Et maintenant tu pourrais te dire, ok, mais des pouvoirs broken dans Hunter x Hunter, il y en a déjà eu. Haruka et Nanika par exemple, les capacités de Koloro et Zephyrus, les restrictions de Kurapika et même Meruem étaient des anomalies vivantes. Oui, mais justement. Meruem, par exemple, était une anomalie, mais dans un arc où les thèmes étaient l'évolution, la guerre, l'humanité, voire la monstruosité. Seredenish, lui, est une anomalie dans un arc où le thème c'est la politique, l'héritage, la manipulation, la succession et le pouvoir institutionnel. Donc la question n'est plus peut-on le battre, mais devient que se passerait-il si un monstre obtenait un vrai trône? Non mais il faut bien comprendre une chose. Seridenish, pour le commun des mortels, ce n'est pas un bandit ni un criminel au sens étatique du terme.
c'est un héritier, c'est quelqu'un qui a déjà des ressources, qui a déjà une légitimité, qui a déjà un appareil, un entourage et une structure prête à servir ses moindres désirs et donc sa violence interne. Et c'est ça l'horreur moderne. L'horreur qui n'a pas besoin de se cacher dans des ruelles. Le mal institutionnel ne crie pas, il signe des papiers. Et c'est là qu'Hunter x Hunter se met à ressembler dangereusement au monde réel. Parce que ce que Togashi pointe du doigt, ce n'est pas seulement la cruauté individuelle, c'est la manière dont les systèmes de pouvoir permettent à certaines cruautés de devenir culturelles, artistiques, raffinées, voire même respectables. Seridenish est un être cultivé avec des intérêts intellectuels. Et ça, c'est un détail très important. Togashi ne veut pas que tu le vois comme un idiot sanguinaire, il veut que tu le vois comme un prédateur qui sait se préparer, mais surtout qui sait se présenter. Et c'est là tout le génie. C'est une critique sociale à peine voilée. Dans certaines strates de pouvoir, la violence n'a pas besoin d'être brute, elle peut être décorée, elle peut être transformée en collection, elle peut être esthétisée. Et là, on va toucher à l'un des aspects les plus sombres et les plus intéressants, voire fascinants du personnage, sa relation au corps humain, à l'art et à la possession. Mais avant, je t'invite à liker, commenter, partager cette vidéo et aussi à t'abonner, ça aiderait fortement la chaîne. Et aussi à t'abonner à mes autres chaînes pour parler d'autres thématiques telles que la culture générale ou encore le jeu vidéo. Et surtout à ma chaîne Aramis Scream où je te raconte les histoires complètes de tes histoires préférées. Je t'invite aussi à voir ma vidéo sur Gon vs Killua que tu trouveras dans la fiche qui s'affiche en haut à droite de ton écran ou dans la description de cette vidéo. Et sur ce, continuons. Ok, même sans rentrer dans des détails de voyeurisme, l'idée générale est claire. Il ne tue pas seulement pour tuer, il tue comme un privilège, comme pour pouvoir prélever quelque chose de rare et de subtil, comme on extrairait une pièce rare. Il tue comme un privilège qui lui est uniquement réservé. Et dans une société, ça donne quoi? Eh bah, ça donne un monde où l'humain n'est plus un humain, il devient une ressource, un objet, une preuve, voire même un trophée. Et tu sais, ce qui est puissant dans l'écriture de Togashi, c'est qu'il ne dit pas regarde, c'est un méchant ». Il te le fait ressentir. Il te fait une critique de classe sociale plausible où la violence devient une culture, la domination devient un goût et l'impunité devient une élégance. Il n'y a qu'à voir l'affaire récente de P. Diddy. Il te montre à quel point certaines strates de la société, quand ils sont pétés de fric, vivent dans l'impunité la plus totale. Et là où ça devient encore plus intéressant avec Seridenish, c'est quand on le place face à Kurapika. Kurapika, c'est l'un des personnages les plus intéressants d'Hunter x Hunter, et précisément parce qu'il a déjà flirté avec les limites. Kurapika a déjà accepté le prix à payer pour récupérer les yeux de sa famille, c'est-à-dire son propre corps, sa propre vie pour obtenir du pouvoir. Il a littéralement inscrit des conditions mortelles sur son aide. C'est le héros qui a compris que le pouvoir ce n'est pas gratuit, c'est une dette, et ce bien avant Gon, le héros de l'œuvre en général. Et Togashi le place face à un type qui semble ne pas sentir cette dette en fait. Car Seredenish donne l'impression qu'il prend, qu'il apprend, qu'il absorbe et qu'il cumule sans jamais payer. Et en fait, il paye un prix, car pour geler son pouvoir, il doit être sous forme de Zetsu, c'est-à-dire qu'il doit être totalement vulnérable. Mais ça donne quand même l'impression qu'il paye, mais c'est encore un privilège. Il n'a pas de souffrance, et cette souffrance devient une sorte de luxe. Et c'est là que narrativement tu comprends la fonction du personnage. Il n'est pas là pour être le boss final, il est là pour être le point où Kurapika doit décider. Est-ce qu'il reste humain ou est-ce qu'il devient une arme totale? Sauf que bémol, les restrictions de Kurapika ne s'appliquent pas à Seredenish, car Seredenish n'est pas un membre de la brigade fantôme. Une brigade fantôme qui mériterait d'ailleurs une vidéo dédiée. Je kiffe la brigade fantôme. Dites brigade fantôme dans les commentaires si vous voulez des vidéos dédiées aux membres de la brigade fantôme et à l'organisation en elle-même. Parce que Kurapika, à force de vouloir éradiquer l'horreur, peut devenir une autre forme d'horreur, et Seredenish est conçu pour provoquer ça. Et c'est ça, une limite narrative. Un personnage qui oblige les autres à franchir une frontière morale ou structurelle, et ce, pas juste pour gagner. Et le fait que Seredenish soit une limite narrative,
pose un risque réel pour l'histoire, car ça peut la casser. Un personnage trop fort, trop intouchable, trop concept si j'ai envie de dire, peut devenir un mur qui bloque le récit au lieu de l'élever. Et c'est là que Togashi devient malin, car il ne nous montre pas Tseredenish comme un dieu terminé à la Meruem, il nous le montre comme une menace en pleine croissance. Tseredenish n'est pas encore à son plein potentiel, il n'est pas encore à son maximum, il est en train d'apprendre, c'est encore un nouveau-né à ce niveau-là. Un nouveau-né avec un potentiel énorme, et c'est ça qui en fait un personnage absolument terrifiant. Parce que nous, lecteurs, on voit la progression, on voit la montée, on voit le potentiel du personnage. Mais les personnages, eux, dans l'œuvre, ils n'ont pas ce regard omniscient qu'on peut avoir, ils ne voient pas la catastrophe arriver. Et ce qui rend une catastrophe réellement crédible, ce n'est pas l'explosion, mais c'est la phase où tout le monde se dit « ça va aller ». Et Togashi écrit exactement ça, et ça crée un véritable malaise. Non mais soyons clairs entre nous. Tant que Tseredenish apprend, tu peux te dire qu'il y a une fenêtre, qu'il y a une chance et qu'il y a une solution. Mais plus tu avances et plus tu comprends que l'arc de succession est en fait un piège, qu'il n'a pas été conçu pour que les meilleurs survivent, il a été conçu pour que le système choisisse son héritier par le sang, et non pas de manière propre et loyale, mais de la manière la plus crasse qui soit. Donc si le système est malade, il accouche de quoi? Bah, d'un héritier tout autant malade, et c'est là qu'on touche le vrai cœur du sujet. Tseredenish n'est pas simplement une menace individuelle, il est le produit logique d'un monde qui tourne mal, et c'est le reflet parfait de notre monde qui tourne mal. Et c'est ça le plus frappant avec cet antagoniste. Il n'a pas l'air de gouverner par colère ni même par peur, il n'a pas l'air non plus de gouverner par passion, il a l'air de gouverner avec une sorte de curiosité froide. Et c'est cette froideur psychologique qui est précisément le centre névralgique de cette progression. C'est ça qui le rend incompatible avec un récit classique. Vous savez, dans la fiction, un trope est souvent récurrent, l'antagoniste racontable. Il y en a plein qui ont des blessures, des motivations, des traumas, des idéologies, voire des objectifs. Mais Tseredenish est écrit, lui, pour être un vide narratif moral très intelligent. Il ne détruit pas parce qu'il souffre, il détruit parce qu'il le peut. Et surtout parce qu'il trouve ça intéressant. Et ça, c'est un cauchemar narratif parce qu'un personnage comme ça ne se rédime pas, il ne comprend pas et il ne regrette pas. Ce qui fait que le récit ne peut pas utiliser cette sortie habituelle. Il ne peut pas se dire « Ok, on va lui donner un moment d'humanité ». Togashi l'a déjà fait avec Meruem et c'était sublime. Mais avec Tseredenish, il te fait comprendre que cette porte-là, elle risque d'être fermée. Et Hunter x Hunter l'y oblige, quand une porte est fermée, ça veut dire que la solution va être beaucoup plus violente, plus stratégique, plus politique, voire même plus tragique. Et c'est là qu'on voit les objectifs de Togashi. Faire de Tseredenish non pas un ennemi, mais une alarme qui hurle. Le nen, mise dans les mains de certaines personnes, signifie la fin de l'œuvre. Parce que dans un monde comme celui d'Hunter x Hunter où le pouvoir existe partout mais qu'il est régulé par des règles de la connaissance, où tout le monde ne connaît pas le nen, ceux qui le connaissent ont un avantage et ceux qui ne le connaissent pas vivent dans un monde où la magie existe autour d'eux sans le savoir. Et voilà qu'au sommet de l'État, un prince découvre le nen. Et ce simple point est une bombe politique, parce que dans un monde où le nen est déjà une arme, le nen dans une institution monarchique est une militarisation totale de l'invisible. Et l'arc de succession te montre exactement ça. Comment le nen devient un outil du gouvernement, une arme de contrôle, un mécanisme de loyauté et un filtre à traître. La bête de Tseredenish qui punit les mensonges, c'est littéralement l'incarnation du pouvoir paranoïaque qui veut la vérité au nom de la vérité, non pas pour comprendre, mais surtout pour dominer, et surtout aussi ne pas perdre le pouvoir ancestral qu'ils ont mis des siècles à établir. C'est littéralement un jeu politique comme on peut l'avoir dans notre société, où de grandes entreprises, de grands groupes sont prêts à mettre des villes et des pays à feu et à sang pour n'avoir le monopole que d'une ressource ou d'un territoire ou d'une exploitation, voire même d'un peuple. Et le pire, c'est sa capacité de futur. Sa capacité parallèle future, c'est l'incarnation du pouvoir qui veut la maîtrise totale des événements qui vont se produire. Non pas pour l'anticipation et la prévention, mais surtout pour le contrôle et la militarisation.
Et c'est là toute la beauté de l'écriture de Togashi. Une monarchie classique, c'est déjà une concentration de pouvoir, mais une monarchie avec du nen, c'est une concentration de pouvoir plus un système occulte. Et si tu mets au sommet un individu déjà moralement douteux et dangereux, tu obtiens une dystopie. Et en son centre, série des Nietzsche qui représente le moment où Hunter x Hunter pourrait basculer d'un récit d'aventure sombre à un récit d'horreur politique totale. Et c'est pour ça que tant de fans ressentent une urgence autour de lui, sans même avoir vu un seul combat. Parce qu'il menace le futur du monde et non pas seulement la vie d'un personnage. Et c'est là que je t'amène dans la réflexion en te posant cette question, que fait Togashi avec un personnage pareil? Eh bien pour ma part, je pense qu'il ne le consomme pas comme un antagoniste, mais il le place comme une force gravitationnelle. Il construit des trajectoires autour et il crée des personnages qui le surveillent. Il crée des gens qui comprennent qu'il va être un problème. Mais surtout, il pose une question. Il te demande à toi lecteur, comment tu gères un tel personnage? Et par analogie, dans ton monde, comment tu gérerais une situation similaire face à un individu qui a tous les pouvoirs et qui semble intouchable?